Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'État et du Conseil départemental, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité de votre accueil et également pour la qualité de notre collaboration au quotidien. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir de travailler en Essonne pour les Essonniens. Donc là, j'ai souhaité, pour cet exercice un peu traditionnel, être accompagnée de Nao, qui représente effectivement la modernité de ce département. Et donc, nous allons avoir avec Nao un échange singulier. Et ensuite, bien sûr, je répondrai aux trois questions que vous avez posées d'emblée, Monsieur le Président, mais également, cette fois, nous aurons un échange direct avec l'ensemble des conseillers départementaux. Donc, je cède la parole dans un premier temps à Nao qui va m'interroger. Bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord, je vous prie, de me présenter. Je suis Nao, robot humanoïde, autonome et programmable. Développé par la star française Aldebaran Robotique, j'ai été présenté pour la première fois au public en 2006. Ayant depuis fait l'objet de nombreuses versions, je suis utilisé à des fins d'enseignement et de recherche, dans les universités, les établissements d'enseignement et les laboratoires de recherche de nombreux pays. J'ai d'ailleurs été programmé et mis à votre disposition aujourd'hui par le laboratoire de recherche IBISC de l'université d'Evry Val-d'Essonne. C'est, bien sûr, un grand honneur pour moi d'introduire aujourd'hui le discours de Madame la Préfète, pour la présentation annuelle du rapport d'activité des services de l'État. En tant que symbole de la technologie de pointe, je tenais à vous dire à quel point je me sens bien en Essonne. À Paris-Saclay, mais aussi ailleurs dans le département, les écoles d'ingénieurs prestigieuses côtoient les universités et les laboratoires de renom international. Alors forcément, je me sens plutôt chez moi dans un tel environnement. Je voudrais donc saluer cette dynamique de l'innovation, soutenue par l'action publique, qui contribue au quotidien à la construction de l'Essonne, terre d'avenir. Pour davantage de facilité, j'interviendrai maintenant sur les écrans. Avant de démarrer votre discours, Madame la Préfète, si vous assurez la représentation de l'État dans le département, quelle est précisément la feuille de route qui vous a été donnée par le Président de la République? Vous n'êtes pas un simple automate de l'action publique. Nao, tu as raison. Je ne suis pas un automate de l'action publique et le Président l'a rappelé en introduction dans ma façon d'incarner l'État sur le département. Le Président de la République a été clair le 5 septembre dernier lors d'un discours fondateur en direction des préfets. Le préfet doit être un acteur engagé de la transformation publique sous toutes ses formes. Cela repose d'abord sur des valeurs, en particulier sur le sens du service public qui est en quelque sorte notre ADN. En fait, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, notre feuille de route repose sur trois dimensions. Une dimension stratégique, assurer le portage des nouvelles politiques publiques et les expliquer, et j'allais dire en faire profiter aussi notre territoire. Une dimension managériale, il s'agit d'insuffler de nouveaux modes de travail, par exemple le mode de projet, comme nous avons su le faire sur un certain nombre de dossiers, et j'y reviendrai, et en quelque sorte insuffler un nouvel état d'esprit dans les services de l'État. Et une dimension opérationnelle, c'est-à-dire décliner sur notre territoire les nouveaux dispositifs et les adapter. Et nous y reviendrons dans le détail. J'aborderai tout d'abord la sécurité. La sécurité, c'est la mission régalienne par excellence, vous le savez bien. L'État, c'est sa raison d'être, doit protéger les Français contre toutes les formes de menaces, et en particulier la menace terroriste. Lorsque notre pays a été frappé par le terrorisme, nous n'étions pas prêts pour affronter durablement cette menace devenue permanente et protéiforme. Le dispositif de lutte contre le terrorisme a beaucoup progressé ces dernières années. Il a produit des résultats et a tenu compte de l'évolution des risques. Les services de l'État dans l'Essonne
sous ma responsabilité, y ont veillé par une application sans faille et devront s'adapter en permanence. Je tiens ici à rappeler que 90 perquisitions ont été ordonnées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Ces perquisitions ont permis de diligenter 23 procédures judiciaires. Elles ont également permis la saisie de stupéfiants, d'armes et de munitions. 8 individus ont été concernés par des mesures d'assignation à résidence. Rentrons dans le détail, Nao, et allons au-delà de ces premiers chiffres, car cette menace interroge nos pratiques dans tous les domaines. Pour assurer la sécurité des établissements scolaires, par exemple, j'ai veillé au suivi de la mise en place des PPMS, plans particuliers de mise en sécurité, en très étroite collaboration, bien sûr, avec monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, et la réalisation d'exercices pour diffuser une nouvelle culture de la protection. Le conseil départemental, monsieur le président, et les maires ont été très impliqués également. Afin de concilier l'impératif de protection avec le maintien d'événements festifs, la préfecture appuie les communes dans la sécurisation des rassemblements. Cet appui passe à la fois par une coordination en amont des acteurs impliqués autour de séances de travail et par l'octroi de moyens humains. Grâce au fort investissement de l'État, en étroite collaboration avec les collectivités, des rassemblements de grande ampleur ont pu ainsi se tenir en toute sécurité, comme le festival Download, le meeting de la Ferté-Alais ou encore, Monsieur le Président, le départ du Tour de France sur la commune de Montgeron. Et nous travaillons actuellement encore à des outils plus modernes pour faciliter l'analyse et la réponse des collectivités dans ce domaine. Ce ne sont que quelques exemples, bien sûr, qui illustrent l'action des services de l'État. J'en viens maintenant à la prévention de la radicalisation. Comme vous le savez, elle constitue une priorité pour prévenir la menace terroriste. Les mesures initiées l'an dernier sont non seulement poursuivies, elles sont aussi renforcées. Nous sommes d'abord allés au-delà de la sensibilisation. En complément des séances d'information dont vous avez pu vous aussi bénéficier, dispensées par Madame de Lépine et suivies par plus de 7000 participants sur le département, j'ai initié des actions de formation avec l'objectif d'aider à détecter les signes de radicalisation, les signaux faibles comme on les appelle, et de savoir quel comportement professionnel adopter face au phénomène de radicalisation. Je suis convaincue que la prévention de la radicalisation est l'affaire de tous. Elle ne sera efficace que si chacun fait remonter systématiquement l'information qu'il détient à son niveau. Pour cette raison, nous nous impliquons sur le deuxième volet, la détection. J'ai signé aux côtés de l'Union des maires de l'Essonne en mars dernier la Convention Prévention de la radicalisation. Ce document a pour ambition de faire connaître à l'ensemble des élus les dispositifs mis en place par l'État. Une convention avec le conseil départemental, Monsieur le Président, sera également conclue très prochainement. Enfin, l'action sur les personnes radicalisées a également été renforcée. Le groupement d'évaluation de la radicalisation que je préside, qui évalue les signalements, s'est étoffé de la présence des services de renseignement pénitentiaire, et Dieu sait si c'est important dans notre département, qui accueille la plus grosse maison d'arrêt d'Europe, et le renseignement militaire. Au sein du comité départemental de prévention de la radicalisation et de l'accompagnement des familles, le CDPRAF, qui suit les personnes radicalisées et dont le conseil départemental est membre, Pôle emploi est désormais également représenté pour le volet insertion. En parallèle, j'ai souhaité faire monter en puissance l'action d'accueil des familles en préfecture grâce à l'intervention d'une assistante sociale à compter de ce mois-ci, qui vient également travailler avec une psychologue. Plus que jamais, notre devoir est de protéger nos concitoyens. Et nous n'y parviendrons, j'insiste, qu'en réunissant nos efforts. Madame la préfète, le Parlement étudie actuellement le projet de loi qui permettra à la France de sortir de l'état d'urgence. Pouvez-vous d'ores et déjà l'évoquer ? Il faudra trouver l'équilibre entre le respect des libertés individuelles et la protection des Français.
Pour cela, des dispositions concrètes et ciblées seront introduites dans le droit commun par cette loi, sous le contrôle accru du juge pour certaines. Il s'agira notamment de mettre en place des périmètres de protection, dont les derniers attentats ont souligné l'impérieuse nécessité, la fermeture de lieux de culte radicaux à l'égard desquels il n'y aura aucune complaisance, ou bien des mesures de surveillance concernant les personnes qui adhèrent ou soutiennent le terrorisme. Ces dispositions concrètes et ciblées, dont j'aurai la charge pour l'Essonne, viendront utilement compléter les actions que j'ai mentionnées et qui seront généralisées à l'ensemble du territoire national. En parallèle, la coordination territoriale des services intervenant dans la lutte contre le terrorisme sera améliorée par un meilleur partage de l'information, qui sera la règle, dans un objectif d'excellence opérationnelle. Je disposerai ainsi de toutes les informations pour prendre les décisions nécessaires à la protection de nos concitoyens. Et c'est aussi dans cette logique de mutualisation et de partage d'informations que le président de la République a créé la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Je comprends, Madame la préfète, mais vous en conviendrez, la menace terroriste ne doit pas vous faire oublier la sécurité du quotidien. Les délits et les incivilités contribuent au malaise démocratique. Les forces de l'ordre sont parfois elles-mêmes victimes d'actes odieux, comme la tragique agression des policiers à Viry-Châtillon vous le rappelez. Pour la sécurité de tous, l'engagement de l'État doit être complet. Pour cela, Nao, nous avons fin 2016 bénéficié à la fois d'un renforcement des effectifs à hauteur d'une centaine de policiers, et cet effort est significatif, et des moyens matériels supplémentaires également importants, équipements, véhicules, tenues, travaux dans les commissariats. Mais je voudrais revenir quelques instants, si vous le permettez, sur l'agression barbare de Viry-Châtillon qui, en réalité, concerne la Grande Borne à Grigny. Et je voudrais que nous ayons tous une pensée aujourd'hui à l'approche de ce triste 8 octobre pour Vincent Ruiz, qui souffre encore dans sa chair et se retrouve cette semaine une nouvelle fois sur une table d'opération. Le maître mot de notre stratégie de prévention de la délinquance est l'occupation maximale du terrain. Une expérimentation de sécurisation renforcée, dite ESR, a été mise en place dans le quartier de la Grande Borne à Grigny, comme dans 3 autres quartiers d'autres départements de la région parisienne. Elle a permis, grâce à l'accroissement des forces d'unités mobiles, d'augmenter le nombre d'interpellations et de réduire les infractions. Et l'été a été, à cet égard, particulièrement calme. Les premiers chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 7 premiers mois de l'année 2017, comparativement à la même période de 2016, les vols de véhicules ont baissé de plus de 45% et les dégradations de près de 70%. Et je soulignerai aussi les résultats exceptionnels obtenus dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, toujours sur cette zone de Grigny, et notamment la semaine passée avec la saisie de 30 kilos de cocaïne et l'arrestation en flagrant délit de l'une des têtes de réseau. Je souhaite continuer de mener une action volontariste, bien sûr sur Grigny, mais sur l'ensemble du territoire. En concertation avec le conseil départemental, je souhaite aussi que nous puissions travailler sur le volet préventif avec un nouveau plan départemental de prévention de la délinquance. Le précédent plan adopté date de 2013 et a permis d'initier une phase de formalisation d'un cadre pluriannuel de mesures. Nous devons désormais passer à une phase d'action plus concrète, en lien très étroit, notamment avec les polices municipales. Et les occupations illicites de terrain par les gens du voyage ? Ce problème occupe vos services et les élus depuis plusieurs mois maintenant. La situation n'est pas satisfaisante pour tout le monde et le point de fragilité est celui du non-respect des obligations du schéma départemental des gens du voyage.
Seuls 34% des places programmées dans les aires d'accueil ont été réalisées et une seule aire de grand passage est en service dans le département Alice. Pourtant, dès votre arrivée, s'agissant des aires de grand passage, vous avez fait des propositions pragmatiques au président d'intercommunalité. Je les rappelle. Idée d'air tournant pour mieux équilibrer les charges. Revenir à des superficies moins grandes. S'en tenir à des équipements plus sommaires. Aller jusqu'à la réquisition de votre part pour ne pas laisser les élus seuls dans les cas les plus difficiles. Or, à ma connaissance, pour l'instant, la réponse a été un silence assourdissant. Je reste optimiste, Nao. Et la révision du schéma que nous engagerons avec le président du conseil départemental en octobre prochain, avec l'appui aussi de M. Ponce, le vice-président chargé du logement, avec qui nous avons aussi d'excellentes relations. Ce schéma sera révisé dans un esprit de dialogue pour trouver les meilleures solutions marquées par un souci de pragmatisme. Mais chacun devra assumer ses propres responsabilités. Passons à la protection civile des populations. Le département a eu son lot de calamités avec les inondations de 2016 et même des feux de forêt en 2017. Cette crue de 2016, le président l'a rappelé aussi en introduction, a par son ampleur nécessité une mobilisation coordonnée de tous les services et acteurs de terrain. Cette action, de concert avec des dispositifs d'organisation de crise éprouvés, ont incontestablement permis de protéger efficacement et rapidement nos populations. Nous restons toutefois vulnérables face à des événements d'une telle ampleur. Nous travaillons à l'amélioration, à la modernisation de nos outils de gestion de crise avec l'appui de Polytechnique sous convention. Nous pouvons encore améliorer, je crois, la gestion de crise et aller plus loin dans la diffusion d'une culture partagée de la sécurité. J'ai ainsi souhaité initier des groupes de travail à partir des enseignements tirés des inondations de 2016. Partant du constat que 65 communes seulement sur 196 sont dotées d'un plan communal de sauvegarde. La préfecture de l'Essonne, en lien avec l'Union des maires, a lancé une démarche destinée à rappeler tous les dispositifs mis à disposition des municipalités afin de réaliser leur plan communal de sauvegarde. Vous souhaitez aussi aborder la thématique de la cohésion sociale. Deux dossiers sont en ce moment sous le feu des projecteurs, le logement et le travail. Quels en sont les points forts ? En matière de logement, comme dans les autres domaines, une réforme importante est en cours et un projet de loi pour lancer ce choc de l'offre a été présenté mercredi dernier en Conseil des ministres. Le gouvernement entend mener une politique volontariste dans toutes les régions où il y a un besoin criant de logement. L'Île-de-France est bien sûr concernée au premier plan. Je vous rappelle qu'il y a 50 000 demandes de logement social en Essonne. La stratégie repose sur 3 piliers. Construire plus, mieux et moins cher. Répondre aux besoins de chacun. Améliorer le cadre de vie. Afin d'accélérer la libération de foncier et construire rapidement des logements dans les zones tendues, la vente de terrain fera l'objet d'un abattement fiscal sur les plus-values. Le budget du nouveau programme national de rénovation urbaine est doublé, passant de 5 à 10 milliards d'euros. Voilà, Nao, 2 exemples concrets du choc de l'offre. L'Essonne apporte déjà une contribution significative à l'objectif de production de 70 000 logements par an en Île-de-France. En 2016, près de 10 000 autorisations de construction ont été accordées par les services de l'État et près de 6 000 constructions ont démarré, un record historique, aviez-vous rappelé. Par ailleurs, l'Essonne a été bénéficiaire du programme national de rénovation urbaine, lancé en 2003, qui a concerné 24 quartiers en Essonne,
pour un montant total de 1,86 milliard d'euros apportés par l'État. Et les sommes bénéficient également du nouveau programme de rénovation urbaine, puisque 8 quartiers ont été retenus d'intérêt national et 6 d'intérêt régional. Cette offre de logement bénéficie directement à l'emploi. Quel est votre fil conducteur en matière d'emploi ? Mon intervention et celle des services de l'État se concentre d'abord pour accompagner les entreprises dans leurs projets de développement, mais aussi dans leurs difficultés. Une entreprise, c'est une structure qui vit des hauts et des bas. Cette année est encourageante et j'illustrerai cette volonté par l'implantation d'Amazon. Cette dernière, on parle de 2000 emplois au moins, mais les responsables d'Amazon auront l'occasion de le dire prochainement, est l'aboutissement de plus de 2 années de travail entre les services de Cœur d'Essonne, agglomération, des élus, de l'État et du conseil départemental. Je me félicite de ce travail collectif qui a permis de répondre aux délais très contraints imposés par l'entreprise qui nous a mis au défi. Alors le défi, c'était de faire mieux qu'Amiens. Eh bien, nous avons su relever ce défi puisque, malgré un rapport de la commissaire enquêteur, qui aura duré un peu plus longtemps que du côté d'Amiens, nous avons mis 3 jours de moins qu'Amiens. Donc le défi est relevé. Avec justement un rapport de la commissaire enquêteur très conséquent, mais qui vient aussi solidifier juridiquement ce dossier. Je me félicite donc effectivement de notre capacité commune à travailler en mode projet. Il faut l'avoir en mémoire, ce projet se situait dans un contexte de concurrence entre territoires, non pas au niveau régional ou national, mais au niveau européen. L'entreprise est exigeante et il s'agissait clairement d'une des conditions de son implantation sur ce territoire. Nous avons conduit ensemble cette aventure qui montre bien que nous sommes unis et en capacité d'attirer les porteurs de projets et avec eux, bien sûr, la création d'emplois qui est la seule voie pour l'insertion durable. D'autres implantations devraient être annoncées dans les prochains mois, je l'espère. Mon intervention se focalisera aussi sur les contrats aidés et cela me permettra de répondre à l'une de vos interrogations, Monsieur le Président, car personne ne doit rester au bord de la route. Le message est clair. Des contrats aidés, lorsqu'ils donnent lieu à une qualification, lorsqu'ils répondront à des priorités, seront maintenus, mais ils seront plus sélectifs et plus ciblés. Les contrats aidés sont sanctuarisés dans l'éducation nationale pour l'accompagnement des élèves handicapés en situation d'urgence sanitaire et sociale, ainsi que dans les territoires d'outre-mer et les communes rurales. Mais l'inquiétude est bien présente. Comment rassurer ? Alors, dès le 13 septembre dernier, nous avons, avec le préfet délégué à l'égalité des chances, réuni tous les services concernés, notamment Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi, pour définir un plan d'accompagnement pour les contrats aidés. Il s'agit d'avoir un double souci. D'abord, le souci des personnes pour éviter ce que j'ai appelé les sorties sèches, mais aussi qu'on soit en capacité de répondre aux besoins prioritaires. Vous avez cité, Monsieur le Président, certaines associations qui pourraient être mises en difficulté. Donc, dès cette semaine, nous devrions avoir une vision globale de l'ensemble des structures qui peuvent avoir des difficultés par rapport au ciblage des contrats aidés. Et tous les outils de la politique de l'emploi seront mobilisés, en particulier la formation, et je le redis, il s'agit bien de viser l'insertion durable. Le président de la République a évoqué le pacte de confiance entre l'État et les collectivités locales. De quoi s'agit-il, Madame la préfète ? Le président de la République entend, à travers ce pacte, déterminer les principes, méthodes de travail et orientation appelées à fonder la relation État-collectivité territoriale pour les 5 prochaines années. Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, il comportera des engagements réciproques
pour garantir la cohérence entre les ressources des collectivités et leurs charges. Et j'aurai l'occasion d'y répondre plus précisément, Monsieur le Président, suite à la conférence de presse qu'ont donnée le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Action au compte public. En vue d'accompagner la baisse des dépenses des collectivités de 13 milliards en 5 ans, le pacte précisera un certain nombre de points, parmi lesquels la réforme de la taxe d'habitation, les engagements de maîtrise des normes, les orientations de la politique de soutien à l'investissement local de l'État, la péréquation et le financement des allocations individuelles de solidarité. Pour 2018, le gouvernement ne souhaite pas procéder à une baisse brutale des dotations qui s'inscrivent dans la droite ligne de 2017, et même légèrement en hausse. Les crédits d'aménagement du territoire, de la politique de la ville et l'ensemble des dotations des collectivités seront maintenus. Madame la préfète, vous avez évoqué, en termes de contractualisation, le sein de la porte sud du Grand Paris. Pourquoi ? Le président du conseil départemental m'a un peu devancé. Le pacte de confiance entre l'État et les collectivités locales à travers cette forme de contractualisation n'est donc pas nouveau, puisque nous avons ensemble effectivement signé le 24 juin 2016 un pacte territorial dit de la porte sud du Grand Paris et qui concerne donc 2 agglomérations, Grand Paris Sud et Cœur-d'Essonne. J'aime à le citer en exemple, en effet, car il représente pour moi l'intelligence que nous sommes capables de produire entre nous. Un pacte court, axé sur des thématiques structurantes et prioritaires, qui répond aux besoins spécifiques d'un territoire, construit en lien avec des partenaires importants, établissements d'enseignement supérieur, acteurs économiques, etc. Avec une enveloppe financière dédiée, dont l'utilisation est à la fois rigoureuse et souple. Et grâce à notre capacité commune à monter des projets, les montants affectés au CIN n'ont pas été impactés par la régulation budgétaire, je tiens à le souligner, parce que je sais que ça a été un effort particulier pour les services notamment. Ces crédits ont notamment permis d'accélérer le développement des projets sur l'ex-base aérienne de 117 ou dans le centre urbain d'Évry. Et je souhaite à ce sujet que notre attention se porte pour 2018 sur le développement du site de l'ancien hippodrome de Ris-Orangis, avec notamment l'implantation d'un cluster sport-santé. Il s'agit de voir aussi comment ce projet de cluster pourra s'intégrer dans la dynamique des Jeux olympiques dans son volet dit héritage. Venons-en maintenant à la ruralité. Quelle dynamique y avez-vous impulsée ? En matière de ruralité et de contractualisation, je me réjouis de la signature de 6 contrats de ruralité qui couvrent ainsi l'ensemble des territoires ruraux, voire périurbains du département. Vous connaissez mon attachement à la ruralité qui, trop souvent, souffre un sentiment d'isolement. Et je tiens à cet égard à souligner l'implication aux côtés du sous-préfet d'Étampes de M. Cronier, qui est un peu le monsieur ruralité du département, il se reconnaîtra. Ces contrats s'articulent autour de 6 domaines d'action prioritaires: l'accessibilité aux services et aux soins, le développement de l'attractivité des territoires, économie, numérique, téléphonie mobile, tourisme, la redynamisation des bourgs-centres, les mobilités, la transition écologique, la cohésion sociale. Et je vous annonce que les crédits consacrés au contrat de ruralité seront maintenus pour 2018, et j'anticipe là sur l'une des questions qui m'est posée. J'en ai eu l'assurance hier par le directeur de cabinet du ministre de la Cohésion des Territoires. La nouvelle sous-préfète d'Étampes, Florence Vilmus, s'attachera toujours aux côtés de M. Cronier à faire vivre ces contrats de ruralité avec les présidents d'intercommunalité et à travailler avec chaque signataire sur leur mise en œuvre. Comme il s'y était engagé, l'État a consacré 15 millions d'euros au contrat d'intérêt national de la porte sud du Grand Paris.
L'État consacre également plus de 2 millions d'euros spécifiquement pour soutenir les actions contenues dans les contrats de ruralité. Ces financements viennent en complément de ceux de la DETR, d'un montant de 1,6 million d'euros pour ces 6 territoires, soit un effort global de près de 3,7 millions d'euros de soutien de l'État à l'investissement local pour cette année 2017. Sur le plateau de Saclay, les principaux investissements de l'État ont été supérieurs à 5 milliards d'euros en 2016. Madame la préfète, qui parle de désengagement de l'État pour le département de l'Essonne? C'est un discours que l'on entend régulièrement, Nao. Peut-être conviendrait-il de donner des exemples concrets de l'investissement de l'État. C'est tout à fait possible. Je vais en citer quelques-uns. 1,9 milliard d'euros pour la réalisation de la ligne 18 du Grand Paris Express, et nous aurons l'occasion d'en reparler lors des assises de la mobilité. Plus de 400 000 euros pour le développement du cluster drone francilien. Près de 5 millions d'euros pour la viabilisation et l'accessibilité de l'ex-base aérienne de 117. Plus de 300 000 euros pour soutenir l'émergence d'écoles du numérique. 800 000 euros pour la création d'une police municipale à Grigny, Madame la conseillère départementale. 2,7 millions d'euros de programme investissement d'avenir et 1 million d'euros au titre du contrat d'intérêt national au bénéfice de la plateforme de formation à la mécanique industrielle de demain à Bondoufle, permettant ainsi son bouclage financier. Plus de 7 millions d'euros au profit de l'UTAC à Montlhéry, pour son projet de développement de véhicules autonomes du futur, près de 227 millions d'euros de restitution et 244 millions d'euros d'imputation au titre du CICE au 31 juillet dernier, et 735 créations de postes depuis 5 ans en Essonne à l'éducation nationale. Mais tu sais, Nao, ces quelques exemples n'y suffiront peut-être pas. Je comprends, Madame la préfète, que vous nous invitez à dépasser les postures. L'Essonne regorge d'atouts indéniables. Et dans un contexte de forte concurrence territoriale, il s'agit avant tout d'unir les efforts de tous pour valoriser son potentiel. Oui, nous devons collectivement accompagner les forces vives de l'Essonne pour construire cette terre d'avenir que vous appelez de vos voeux, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui pourra s'appuyer sur ses principaux atouts. L'Essonne est une terre où il fait bon vivre. Ses sites naturels, ses paysages, son histoire, qui a modelé nombre de ses villages et villes, ne demandent qu'à être connus et partagés, voire réappropriés, tant par les Essonniens que par les Franciliens. L'Essonne est aussi une terre qui a vu naître l'aéronautique. Elle a accueilli les premiers aérodromes et grands aviateurs, l'ex-base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge, le célèbre meeting aérien de Cerny, la Ferté-Alais, et a contribué au développement de l'automobile, meeting automobile de Montlhéry, Renault F1 Sport à Viry-Châtillon, centre de recherche automobile Renault à Lardy, usine Forestia à Étampes. Et elle continue d'accueillir des entreprises dans des domaines innovants de la robotique, de la génétique, ou de la microtechnologie comme FANUC, le Génopole, le centre de recherche de Danone, le nouvel EDF Lab, le CEA, ou encore différents clusters. Et j'ai eu l'occasion très récemment de visiter le pôle de compétitivité systématique. Et je dois dire que c'est vraiment un haut lieu de l'intelligence artificielle. L'Essonne est donc bien une terre de connaissances et d'innovation. Et le choix de retenir le site du plateau de Saclay comme le fer de lance de la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025 en est la plus parfaite illustration. L'Essonne ne doit plus être un simple territoire de passage. Merci beaucoup, Madame la préfète, pour cette présentation. Le chemin est clair. Conduire les réformes qui permettront à notre pays de se transformer en profondeur, accompagner le développement de l'Essonne, car il dispose de tous les atouts pour peser dans la région francilienne. Merci à toi, Nao, pour notre échange, et merci à tous pour votre attention. Merci.